Mon multivers, tome 4. La nature reprend ses droits. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers delta. Dans la plupart des univers, les événements suivent le même chemin. Suite au Big Bang qui fut le point d'orgue de la création de toute chose, les univers ont ensuite développé la vie. Et cette vie a évolué de la même manière. Elle a mené au premier pas des êtres humains. Les êtres humains se définissent par un trait de caractère, la curiosité. Leur désir insatiable de comprendre ce qui les entoure, de tout découvrir, les pousse à aller de plus en plus loin, ne serait-ce que pour satisfaire cette curiosité. Mais ce trait de caractère est également un de leurs plus grands défauts. Car cette curiosité amène l'adversité. On cherche naturellement à posséder ce que l'on découvre, mais souvent, cela appartient à quelqu'un d'autre. Alors on découvre un nouveau trait de caractère chez les humains, la conquête. Actes de barbarie, destruction de plantations, pillage de villages. Toute action se justifiait pour qu'un groupe d'humains puisse jouir de nouveaux lieux et de nouvelles ressources, au détriment de la vie d'autrui. Dans l'univers delta, cette réalité était prépondérante. Des australopithèques aux Homo sapiens, rien n'avait changé. Après des millénaires de batailles et de meurtres, l'humanité était devenue aigrie. Les populations mondiales se divisèrent en clans. Chacun de ces clans était sous le contrôle d'une région du monde, et après de nombreuses batailles, une période de paix s'était installée. 12 clans se partageaient le monde. Les Amériques étaient divisées en 3. Le clan Gardiano régnait sur les hautes terres, l'Amérique du Nord. Le clan Vasa régnait sur les terres du Milieu, le Mexique et les îles du Golfe. Le clan Macanlo régnait sur les terres basses, l'Amérique du Sud. Ces 3 clans avaient combattu pendant des millénaires pour contrôler une ressource très spéciale, le viridium, un matériau métallique très résistant, permettant de créer des armes très puissantes. Le gisement principal se trouve dans la région de Yoctapa, qui est le nom du désert de Chihuahua. Le clan Vasa avait fort à faire, à force de se retrouver au milieu des combats. Ces derniers trouvèrent un moyen de calmer les batailles, en proposant de fournir une partie du viridium aux 2 autres clans en échange d'une trêve. Le reste du monde était en proie à un chaos total. L'Eurasie était fendue en 4. L'Europe de l'Ouest était dirigée par le clan Kandani, l'Europe centrale par le clan Kazakhman, l'Europe de l'Est par le clan Damos, et tout ce qui touchait à l'Asie et le nord du continent, la Russie et la Sibérie, par le clan Wahwan. L'Eurasie était en proie à des combats féroces pour le contrôle du gisement de Zordésium, situé au beau milieu de la Géorgie. Le Zordésium est un métal très résistant qu'aucun feu ne peut fondre. Il est utilisé principalement pour créer des armes indestructibles et construire des bâtisses pouvant tenir les multiples attaques des autres clans. L'Afrique était divisée en 3. Le clan Mrak au nord, le clan Jassain au centre et le clan Rwanda au sud. Les clans se battaient constamment pour la conquête du territoire, des clans fiers qui ne lâchaient rien. N'ayant aucun matériau spécial à utiliser à part le métal courant, ils étaient malheureusement en décadence par rapport au reste du monde et ne survivraient pas à une attaque de la part des autres clans. Mais c'était également pour cela qu'ils ne risquaient rien, car leur terre n'avait rien à offrir de valeur. L'Antarctique possédait son propre clan, le clan Glaciera, le seul clan pacifique au monde, vivant de la fraîcheur interminable de leur région. Ils étaient coupés du reste des humains et ne se préoccupaient pas des batailles inutiles et puériles les entourant. La vie était simple, et ils n'avaient même pas besoin de se faire importer quoi que ce soit, car la faune était abondante. Ils parvinrent à utiliser la glace et la neige de manière efficace pour se créer des habitations viables. Un dernier clan,
régnait sur les îles Pacifiques, de l'Australie jusqu'au Japon, en passant par l'Indonésie et les Philippines. Le clan Kuala Numzur. Un clan mystique, religieux, qui pratiquait des incantations pour soigner les blessés, allonger la durée de vie et résister aux maladies les plus mortelles. Leur mode de vie était sombre, et s'aventurer sur leur terre revenait à du suicide. Tous ceux qui ont voulu découvrir leurs secrets n'en sont jamais revenus. La seule information ayant filtré au monde concernait la potentielle utilisation d'un fluide spécial ayant appartenu à un ancien démon tué par les humains, ce même fluide cultivé en masse qui servait aux incantations. Mais aucune preuve n'était disponible, et il n'y avait aucun témoin pour le certifier. Mais ces histoires sordides tenaient le reste du monde à l'écart. Ces 12 clans allaient bientôt connaître un chaos bien pire que celui qu'ils engendraient eux-mêmes. Et il allait provenir d'un autre monde, invoqué par le clan Kuala Numzur. Chapitre 2. Le cheval de fer. La communication se faisait par pigeons voyageurs. C'était également de cette manière que les différents clans relayaient les informations de leurs espions, voyageant en terres ennemies pour préparer leurs attaques. Un groupe d'espions du clan Wahuan était infiltré dans un village situé dans les îles Paracel, au milieu de la mer de Chine méridionale. Ils découvrirent un groupe de fanatiques préparant une incantation spéciale pouvant invoquer un puissant démon. Ce démon serait assez puissant pour détruire le monde entier, mais les détails restaient flous. Lorsque cette information atteignit les dirigeants du clan Wahuan, ces derniers décidèrent de contacter les autres clans pour mettre en place une trêve et arrêter l'incantation. Mais il était trop tard. Les pigeons voyageurs ne pouvaient pas traverser le monde assez vite pour contacter tout le monde. Les clans des Amériques furent pris par surprise lorsqu'un énorme portail s'ouvrit dans le ciel au-dessus de l'Atlantique. Le ciel se déchira, laissant passer une énergie noire, obstruant la lumière du soleil. La nuit tomba sur le monde entier en un instant. De ce portail surgit un monstre titanesque. Ce monstre était si grand qu'il était visible de chaque côté du monde. C'était une bête hideuse, ressemblant à un cheval. Son corps brillait d'un gris métallique parsemé de veines rouges qui battaient en rythme avec son cœur. Ses yeux rouges sang illuminaient les ténèbres de sa propre apparition, glaçant le sang de tous ceux qui les voyaient. Les habitants du monde entier virent ce colosse de haine tomber du ciel, échoir au beau milieu de l'océan Atlantique. Le choc initial fit vibrer la planète entière. Des tsunamis gigantesques rasèrent les côtes des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique. Tout l'écosystème venait d'être détruit. Le simple contact entre le sol de l'océan et le monstre détruisit la nature, rendant tout infertile. L'eau s'évapora au contact du démon et tout ce qui l'entourait mourait instantanément. Immédiatement, le monstre commença à avancer vers le nord, mais il était extrêmement lent. Son cri tua tous les êtres vivants à 10 000 kilomètres à la ronde en une seconde. Après quelques jours, l'ensemble des clans du monde s'était organisé pour trouver une solution. Une grande partie du Zordésium fut utilisée pour construire un gigantesque canon, et le viridium fut utilisé pour construire le boulet. Une avancée technologique forcée qui allait changer la face du monde, créée par un collectif d'humains en proie au désespoir. Les scientifiques du clan Vasa avaient réussi à déterminer que le monstre allait faire le tour du monde en 80 jours, en traversant les océans en ligne droite. Cette anticipation leur permit de s'adapter à sa trajectoire et de se rendre au centre de l'Antarctique. La traversée des océans prenait du temps, et il devait en théorie croiser le colosse une dizaine de jours avant la fin de son trajet. Pendant ce temps,
un autre groupe composé de plusieurs scientifiques des autres clans analysèrent les résidus du passage du monstre. Tout était mort, et la terre en elle-même se décomposait. Après quelques jours d'analyse, ils réussirent à déterminer que si le monstre, baptisé cheval de fer en raison de la texture de sa peau très semblable au fer, terminait son tour du monde, la planète se fendrait en deux, résultant en sa destruction. Une course contre la montre s'engagea. Le monstre avait déjà dévoré une partie de l'Antarctique lorsque les attaquants débarquèrent sur la côte nord. La vision du monde était déformée, et la terreur régnait dans les cœurs de ceux qui allaient affronter la bête. Les attaquants installèrent le canon sur la butée la plus haute. Sa puissance était suffisante pour envoyer le boulet jusque dans l'espace, et vu la taille du monstre, viser serait facile. Mais le choc du tir exploserait un diamètre important de la surface de l'Antarctique, tuant tous les attaquants présents. Mais c'était un sacrifice nécessaire pour sauver la planète. Le canon fut activé, chargea son énergie et tira. Le choc fit exploser toute la zone, et le boulet trancha l'air avec une vitesse et une puissance incomparables. Le cheval de fer lâcha un dernier hurlement avant de se faire frapper de plein fouet par le boulet. L'explosion vaporisa le haut de son corps, et les nuages sombres furent dissipés en un instant. Le reste de son corps se décomposa dans l'air, et après quelques instants, le calme revint sur la terre. La retombée de cet événement allait changer la face du monde de manière littérale. Les humains bâtirent un gigantesque dôme pour protéger la parcelle de terre et d'océan qui n'avait pas encore été détruit par le cheval. 5000 kilomètres séparaient le monde de la destruction, et il fallait à tout prix protéger ce qu'il en restait. Malheureusement, il fut nécessaire d'utiliser l'intégralité des ressources de zordésium et viridium pour créer ce dôme indestructible, ainsi que pour réparer les dégâts causés dans les océans en créant des barrages gigantesques faisant le tour du monde. Le monde venait de perdre ses deux sources de création les plus puissantes, et tous les clans perdirent leur raison principale de se battre. Les réparations terrestres prirent plusieurs décennies, et ce temps fut également une période de paix. Une fois les réparations terminées, l'ensemble des clans du monde décidèrent qu'il fallait punir les responsables. Le clan Kuala Numzur était resté silencieux pendant tout ce temps, et il allait récolter ce qu'il avait semé. Leur région fut envahie par des milliers de soldats en quête de vengeance pour le monde. C'était la plus grande croisade de tous les temps, et elle était brutale. Il n'y eut aucune pitié. Tout le monde fut tué, tous les villages furent détruits. Et après 10 ans de bataille, il ne restait plus rien du clan Kuala Numzur. Les vainqueurs se partagèrent les terres, créant ainsi un nouveau clan mixte. Cet événement marqua le début d'une nouvelle ère. Chapitre 3. La descendance. 2 millénaires passèrent. Les cicatrices de la planète avaient besoin de temps pour se soigner. Mais avec la disparition du clan Kuala Numzur, il ne restait plus rien de magique dans le monde. Malheureusement, les dégâts causés par le cheval de fer étaient trop grands pour l'humanité, qui fut forcée de revenir à l'âge de pierre. Fini le zordésium et le viridium, fini l'avancement technologique et les armes surpuissantes, retour aux lances, aux peaux de bête, à la chasse traditionnelle et à certaines maladies pourtant depuis longtemps disparues. Au fil du temps, les différents clans finirent par se dissoudre, et leurs envies de conquête et de destruction se tarirent. Lorsque des conflits de territoire et de ressources s'engageaient, ils se résolvaient par un troc pacifique. Mais il restait toujours des groupes d'humains prêts à lever les armes juste pour le plaisir de tuer.
Ces barbares parcouraient les terres en quête de chair fraîche à brûler, dépecer et trancher. Les bouchers du jasmin, tel était leur nom. Ils étaient dirigés par Drac le Goinfre. Tous les membres de ce clan étaient des descendants du clan Jassain. Ils avaient profité de la reconstruction du monde pour adopter de nouveaux modes de vie. Ils consumaient les restes de leurs victimes, peu importe que ce soit des animaux ou des humains. Ils pensaient que faire ceci leur apporterait la puissance et l'intellect de ces derniers, leur permettant de transcender leurs propres limites. Il n'en était rien. Mais ces barbares continuaient de repousser leurs limites physiques en s'entraînant continuellement, ce qui rendait leurs croyances plausibles. Les bouchers du jasmin parcouraient l'ensemble de la planète lentement. Ils choisissaient leurs cibles en fonction de leurs besoins, parfois pour la reproduction, souvent pour la destruction. Le clan voulait perdurer dans le temps, donc il était primordial pour eux de se reproduire. Leur tactique était incomparable, et surtout inratable. Ils avaient décidé de conquérir la planète de manière plus subtile. Même si leur plaisir principal était la destruction, ils ne voulaient pas tout réduire à néant. C'était pour cette raison qu'ils décidèrent de ne pas attaquer les Amériques. Ils allaient sévir en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie, mais laisseraient les peuples des Amériques en paix, afin de se donner du challenge plus tard, une fois le reste du monde sous leur joug. Après quelques décennies de conquête, le monde de l'Est était désormais sous le contrôle total de Drac. Mais ce dernier se faisait vieux, et il passa la torche à son premier fils, Drogmar. Le rôle de ce dernier était simple, faire perdurer leur clan à travers les âges. Drogmar n'était pas comme son père. Alors que Drac était un conquérant violent mais juste, son fils était d'un tout autre genre. Drogmar ne supportait pas l'insubordination et la rébellion, et punissait sévèrement ceux qui ne suivaient pas ses ordres. Et comme pour toute passation de pouvoir, il y a toujours des groupes qui refusent d'accepter ce changement. Beaucoup de groupes disséminés à travers le monde de l'Est ne voulaient pas accepter qu'un petit freluquet prenne la tête du clan et des régions. Malgré son entraînement et son éducation, Drogmar était encore bien jeune, et beaucoup ne voyaient en lui qu'un petit égoïste pour y gâter. Et cette accusation ne lui plaisait pas. Il décida donc de parcourir à nouveau les terres qu'il contrôlait afin de renforcer sa poigne de fer. Drogmar mit en place sa croisade personnelle qui allait lui prendre 2 décennies. Mais il était jeune et pouvait se le permettre. Et ce voyage lui permettrait d'étendre sa descendance un peu partout dans le monde de l'Est. Drogmar vivait avec sa famille en Watuni, dans la zone la plus à l'est du monde, qui correspond à la Chine, ce qui indiquait un parcours plutôt simple à suivre, aller toujours vers l'ouest jusqu'à rencontrer la zone morte. La zone morte était le nom donné à ce qu'il restait du passage du cheval de fer. Une zone où la vie n'avait pas revu le jour et plusieurs milliers de kilomètres de désolation ternissaient l'horizon. Drogmar prit son temps pour conquérir toutes les zones qu'il traversait. Il passait plusieurs semaines dans les grandes capitales des nations, buvant à foison, couchant à droite et à gauche pour assurer sa descendance. Mais surtout, il déclenchait bagarre sur bagarre, souvent à mort, afin de solidifier son statut de maître des terres. Car malheureusement pour lui, beaucoup de personnes n'acceptaient pas son titre. Il était forcé d'user de violence pour se faire entendre. Mais après avoir traversé plusieurs nations, les peuples commencèrent à le voir sous un autre angle. Drogmar était peut-être violent et dur, mais il ne mettait jamais à sac les capitales qu'il visitait. Il remettait simplement à leur place les dissidents et offrait de valeureuses récompenses en échange d'une loyauté définitive. Il souhaitait rappeler que, comme son père, il accordait de la valeur aux êtres humains, à condition que ces derniers acceptent qu'il y ait toujours quelqu'un de plus fort pour les diriger
et reconnaissent ce dirigeant comme n'étant pas forcément un dictateur sans pitié. Un coup dur arriva pour Drogmar lorsqu'il débarqua en Francine, la zone la plus à l'ouest du monde de l'Est. C'était la dernière zone à reconquérir après presque 20 ans de voyage. Et c'était malheureusement la zone la plus difficile à franchir pour Drogmar et son clan, car les habitants de Francine le détestaient au plus haut point, et ces derniers avaient carrément construit un gigantesque mur de pierre tout autour de la nation, empêchant toute progression. Drogmar fut accueilli par le roi de Francine, Léopold de Fornival, à la porte d'Angloise. « Salut à toi, monstre des terres de l'Est. Te voici enfin arrivé à ma porte. J'ai failli attendre. »« Léopold, vieux fripon, ouvre cette porte que je puisse te prendre dans mes bras et te briser la colonne vertébrale. »« Avec joie, barbare des îles, mais sache une chose, toute mon armée t'attend derrière cette porte. Es-tu prêt à affronter 100 000 hommes ? Je les mangerai tout crus, je n'ai pas peur. N'espère pas franchir ce mur, Drogmar. Tu ne pourras jamais instaurer ton règne pathétique sur mes terres. Ces terres appartiennent à Feu, mon père, et elles me reviennent de droit. Toi et les autres chefs de nation n'ont qu'un droit de location. Je ne suis pas revenu te reprendre ces terres, mais rappelez que c'est moi qui dirige. Mon père m'a légué son héritage, et je ferai en sorte qu'il le reste. C'est bien en cela que tu ne comprends pas, petit sot. Avec la mort de ton père, ton pouvoir ne nous affecte plus. Et alors quoi ? Tu vas rester barricadé derrière ton mur ? Tu vas priver à ton peuple l'accès aux ressources du reste du monde ? C'est bien une grande parole venant de ta part. Tu suis les traces de ton père à ne pas vouloir conquérir l'ouest du monde. Ne réalises-tu pas le potentiel qui se trouve de l'autre côté de la zone morte ? Cette zone est infranchissable. La distance séparant nos deux zones tuerait tous ceux qui tenteraient de la traverser. Alors comment expliques-tu ceci ? Un homme se montra aux côtés de Léopold. Ce dernier était vieux, décrépit et en très mauvaise santé. Voici Gontran, mon bras droit. Il vient tout juste de revenir de son expédition au-delà de la zone morte. C'est une blague ? Dès que j'ai appris que tu te mettais en route il y a 20 ans de cela, j'ai envoyé un groupe d'expédition vers la zone morte. Leur but était de la traverser, rencontrer le monde de l'Ouest et revenir. D'après nos calculs initiaux, le groupe était censé revenir il y a 1 an de cela. Mais comme tu peux le voir, les choses ne se passent jamais comme prévu, et Gontran est le seul à être revenu en vie. Tu vois donc bien que cette zone infernale ne peut pas être traversée. Et pourtant, Gontran est revenu, et il a rencontré les gens du monde de l'Ouest, et leur a laissé un message. Comment ? Gontran tomba sur un de ses genoux, visiblement épuisé. Il reprend doucement posture et regarde Drogmar avec insistance. « Cher Drogmar, j'ai prévenu les gens de l'Ouest que tu étais un dictateur assoiffé de conquête qui ferait tout pour acquérir le reste du monde. Ils t'attendront le pied ferme pour te mettre au sol. » Léopold attrapa Gontran par le bras pour le relever et demanda à 2 soldats de l'emmener dans une cellule de soins. « Qu'est-ce que c'est que ces foutaises, Léopold ? » « Je sais très bien de quoi tu es capable. Tu as autant de hargne et de détermination que ton père. Je sais pertinemment que mon mur ne te retiendra pas éternellement. Et je sais très bien que tu cherches à étendre ton influence sur le reste du monde. Tu as reconquis tout le monde de l'Est. Pourquoi t'arrêter là ? Tu fabules, vieux débris. Je ne suis pas là pour reprendre le contrôle de tes terres. Ne me force pas à me répéter. Je sais quel futur t'attend, petit prétentieux. Je l'ai vu. Et malheureusement, te le dire ne changera rien. Tu as définitivement perdu la boule, l'ancêtre. Tu rigoleras moins quand ton destin s'abattra sur toi.
Dans tous les cas, je ne te laisserai pas passer sans un combat. Un combat qui sera glorieux et sanglant, et que je livrerai jusqu'à mon dernier souffle, pour la Francine tout entière. Chapitre 4. Xanse. Le monde de l'Ouest s'est développé plus rapidement que le monde de l'Est. Les colonies des Amériques avaient réussi à recycler des minéraux très rares et les utilisèrent pour construire des machines plus performantes et résistantes. Ces minéraux étaient des résidus de zordésium, mais leurs propriétés étaient moins bonnes. Contrairement au monde de l'Ouest, le monde de l'Est n'avait pas de souverain global. Chaque nation avait son propre chef, et l'ensemble des territoires respectait les frontières, s'engageant dans des trocs respectueux afin de favoriser un bel écosystème. Personne n'avait tenté de traverser l'océan Pacifique ni la zone morte, acceptant que le reste du monde leur était coupé. L'ensemble de la population du monde de l'Ouest était composé de descendants des clans Guardiano et Macanlo. La mixité était bien présente, et les anciennes rivalités avaient disparu. Du côté de la Nouvelle-Alianie, au large de l'océan Atlantique et à quelques milliers de kilomètres de la zone morte, se trouvait la nation de Galliard. Cette nation possédait une particularité. Les nouveau-nés se voyaient attribuer un prénom commençant par une lettre associée à l'année en cours et son attribut animal. Par exemple, l'année 417, l'année du tigre, se voyait attribuer la lettre S. Tous les nouveau-nés de l'année 417 ont vu leur prénom commencer par S. Sianel, Sarah, Soledad, Sarion, Sullivan, etc. Cela permettait un meilleur référencement dans les villages et les écoles. L'année 780, l'année du Scorpion, assignée à la lettre X, c'est l'année où est né Xanse. Xanse est le fils de 2 agriculteurs très investis dans leur nation. Il est donc naturellement éduqué pour suivre cette voie et reprendre le flambeau une fois ses parents à la retraite. Mais le jour de ses 10 ans, un groupe d'étrangers se présente à son village, déclarant être venu depuis l'autre côté de la zone morte. « Halte là! D'où venez-vous, étrangers » s'écria Radamel, le chef de la nation de Galliard. « Nous vous saluons, chers habitants du monde de l'Ouest. Je suis Gontran le Faible, et je viens apporter un message d'une grande importance du monde de l'Est. » « Le monde de l'Est ? Impossible. Vous voulez me faire croire que vous avez traversé la zone morte ? Regardez derrière moi, sire. La moitié de mes comparses sont morts, et les autres sont très affaiblis. Nous avons traversé d'innombrables horreurs pour vous apporter un message important. C'est impensable de pouvoir traverser la zone morte et survivre. Mais si vous avez vraiment réussi, alors cela ouvre beaucoup de possibilités. Cela nous a pris 10 ans pour traverser cet enfer. Voici notre message. Un être du nom de Drogmar est actuellement en train de conquérir le monde de l'Est. Il est imperturbable, et une fois qu'il en aura terminé avec nous, il traversera la zone morte pour venir conquérir le monde de l'Ouest. Il ne s'arrêtera devant rien pour accomplir son destin. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Comment pouvez-vous le savoir ? Nous l'avons vu. Vous prétendez avoir un don de vision ? Vous n'êtes pas obligé de nous croire. Mais Drogmar sera à vos portes d'ici une 20aine d'années, plus ou moins. Radamel était pensif. L'ensemble des personnes présentes sur le port n'y croyaient pas. Xanse était avec son père et regardait avec grand intérêt la scène. « Nous allons maintenant partir, sire. Nous retournons vers nos contrées. Le message est passé. Nous n'avons plus rien à faire ici. » « Mais attendez, vous n'allez pas retraverser la zone morte. Vous n'y survivrez pas. » « J'y survivrai. Je le dois. Adieu.
Gontran partit sans demander son reste, laissant les habitants de Gaillarde pantois. Radamel ne perdit pas un instant pour ordonner à tous les hommes de la nation de s'entraîner et de devenir des soldats, même les enfants. Xanse fut donc séparé de force de ses parents et entraîné pour le restant de sa jeunesse à devenir un guerrier puissant et redoutable, pouvant aider ses comparses à vaincre Drogmar lors de son arrivée. Mais Xanse avait hérité de la nature humaine de son père et de la compassion infinie de sa mère. Il devint un puissant guerrier, capable de vaincre les plus forts soldats, mais avait gardé un cœur bon et pur comme le flot d'une rivière. Et cette bonté, cet amour pour autrui lui apporta une femme aimante, Alanna, avec qui il eut un fils, Castego. Ces deux êtres représentaient tout pour lui, et sa force acquise au cours des années d'entraînement n'allait servir qu'à une seule chose, les protéger. Pendant plus de 20 ans, Xanse peaufina ses capacités, autant physiques que mentales, et parvint à revenir sur ses terres natales pour reprendre la ferme de ses parents, qui, eux, étaient maintenant vieux et à la retraite. Une réunion de famille jouissive et remplie d'amour. Un bonheur qui était éphémère, car Drogmar allait bientôt arriver. Xanse le savait, et avait prévu de cacher sa famille dans un autre village pour que la bataille ne fasse pas de victimes collatérales. « Papa ? » ?»« Oui, mon fils ? » ?»« Pourquoi est-ce qu'on doit encore partir ? » ?»« Notre village n'est plus en sécurité, Castego. Des étrangers vont venir d'un pays lointain pour tenter de conquérir nos terres. Il risque d'y avoir de la violence, et je ne veux pas que tu y sois mêlé. »« Mais pourquoi est-ce que tu dois y être mêlé, toi ? » ?»« Parce que je suis un guerrier, fiston, et j'ai juré d'utiliser toute ma force pour vous protéger, ta mère et toi. Ton père a toujours été là pour nous, petit loup. Nous pouvons croire en lui. Il nous gardera en sécurité. Mais j'ai confiance en papa, tu sais. Je sais qu'il vaincra tous les méchants, mais je ne veux pas qu'il soit blessé. C'est bien que tu sois inquiet, mon grand, et c'est justement pour ça que ton père s'en sortira. Il reviendra à tes côtés pour te prouver que tu n'avais aucune raison de t'en faire. Mais maman... Allez, mon fils, ne sois pas triste. Tout va bien se passer. Xanse souleva son fils et le prit contre lui. Est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire du monstre des marais ? Non ? Lorsque j'avais ton âge, je venais d'apprendre que les envahisseurs du monde de l'Ouest étaient en route. Ton grand-père avait dû accepter malgré lui que je sois emmené au camp d'entraînement pour devenir un guerrier. Notre chef de l'époque, Radamel, avait décidé à contre-cœur de réinstaurer des pratiques ancestrales pour nous rendre plus forts. Je comprends pas tout ce que tu dis, papa. En gros, Radamel, le grand chef, avait demandé à ce que les enfants comme moi soient envoyés chasser le légendaire Rastok. Rastok ? Oui. Une bête féroce qui se terrait dans les marais de Gaknyar. C'était une espèce de sanglier aux proportions démesurées. Nos ancêtres l'ont étudié pendant des décennies pour comprendre son origine, mais sans résultat. Radamel convoitait sa peau depuis longtemps pour créer une nouvelle armature, mais n'avait jamais pris le temps de le chasser. Alors il décida d'envoyer tous les enfants le chasser afin de les entraîner. « Mais vous étiez des petits, c'est super dangereux !»« Oui, mais nous étions à peu près 200. Radamel comptait sur notre nombre pour défaire la bête. Et quand nous sommes arrivés au marais, le monstre nous attendait. Qu'est-ce qui s'est passé ? La bête était gigantesque. Elle nous dépassait de plusieurs mètres. Nous étions presque tous équipés de petites lances, d'armes blanches, de cailloux à jeter et de filets de chasse. Des outils bien peu efficaces face à ce monstre. Xanse posa son fils sur le lit et s'assit à côté de lui. Je n'aime pas trop raconter cette histoire, car c'est difficile pour moi de me remémorer ce jour. La bête a fondu sur nous tel un ouragan, dévorant mes camarades par dizaines à chaque attaque. Les lances et les pieux ne faisaient que les gratigner. C'était peine perdue. Et puis,
Dans un élan de bravoure, je me suis jeté devant mes camarades, leur demandant de reculer. J'étais le seul obstacle qui séparait le rastoc de mes amis. C'est alors que le monstre me goba d'un seul mouvement de mâchoire. « Mais papa, c'est horrible! Il t'a mangé tout cru !» J'ai eu beaucoup de chance, car il ne m'a pas mâché. Il m'a simplement avalé. Alors que je tombais le long de son œsophage, je me suis retrouvé coincé entre les corps de deux de mes compagnons. Et c'est là que j'entendis battre le cœur du monstre. Il était juste au-dessus de moi. Une lance se trouvait dans la main de mon camarade décédé. Je décrochai l'arme et plantai de toutes mes forces dans la chair au-dessus de moi, traversant de toutes parts le cœur du rastoc. Et dans un dernier cri de douleur, la bête s'effondra, et j'en ressortis par la bouche, couvert de sang et de larmes, mais en vie. « Waouh, c'est trop cool! Tu es vraiment le plus fort, papa !» Oui, mais ce n'est pas le but de cette histoire, Castego. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que je suis prêt à tout pour protéger ceux qui me sont chers. Peu importe la difficulté, peu importe ce qui se dresse face à moi. C'est pour ça que tu as ma parole quand je dis que je vous protégerai au péril de ma vie. Je te crois, papa. Je sais que tu reviendras sain et sauf. Va battre nos ennemis. Whoopi! Un bel enthousiasme, mon fils. Allez, il est temps de dormir. Vous partez demain à l'aube. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Je vous aime. Nous t'aimons aussi. Alors que Xanz et Alana sortaient de la pièce, fermant les rideaux derrière eux, cette dernière attrapa son mari par le bras. « Je ne suis pas spécialement contente que tu racontes cette histoire à notre fils. Il est encore tout petit, cela peut le traumatiser. » « Je sais, mon amour, mais je préfère qu'il connaisse mes sentiments le plus tôt possible. Je ferai tout pour qu'il ne devienne pas un guerrier comme moi et qu'il vive une vie paisible. C'est pourquoi il doit connaître toutes les facettes de ce monde, les bonnes comme les mauvaises. Je comprends. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime, Xanz. Je t'aime aussi, mon amour. » Xanz embrassa sa femme, et les deux partirent se coucher. Un lendemain difficile les attendait. Chapitre 5. La croisade d'or, partie 1. Alors que le soleil se levait tranquillement, le chant des oiseaux réveilla la petite famille de Xanz. Une douce brise souleva les rideaux des chambres, soufflant sur les visages encore endormis des résidents de la ferme. Castego se réveilla et courut dans la chambre de ses parents pour sauter sur eux en plein milieu de leur lit. Un réveil fort agréable, avec des échanges de rires et de chatouilles. Après quelques minutes de tendresse, le père de Xanz entra dans la chambre. « Fils, c'est l'heure. Ils arrivent. »« Bien, père, j'arrive. » Xanz sortit de sa maison, emboîtant le pas à son père. Le village était calme, car l'ensemble des habitants avaient rejoint le port. Seules les femmes et les enfants étaient restés en retrait. Alana et Castego observèrent Xanz se diriger vers le quai. Ils ne purent s'empêcher de s'inquiéter pour la suite des événements. Xanz se retourna tout en marchant pour les regarder, et avec un grand sourire, leva son pouce pour les rassurer et leur faire comprendre que tout allait bien se passer. Xanz et son père arrivèrent au port. Radamel se tenait au bord de l'eau, entouré de ses guerriers les plus puissants. Une centaine d'hommes tenaient le port, tous armés jusqu'aux dents. « Bonjour, Xanz. Tu es un peu en retard. Pardonnez-moi, Radamel, je souhaitais passer quelques minutes supplémentaires avec ma famille avant de venir. »« Ce n'est rien, mon grand. Tu es là, c'est ce qui compte. Regarde à l'horizon. Que vois-tu » Xanz s'avança au niveau de Radamel et plissa les yeux.
il distingua au loin, surfant sur des vagues trop agitées pour la saison, une grande chaloupe en bois, très abîmée, sur laquelle siégeait une quinzaine d'hommes. Ils étaient pour la plupart fatigués, blessés et épuisés. « Je vois les envahisseurs, Radamel. Ils ont l'air en piteux état. Est-ce vraiment la menace que nous attendions ? Il ne faut jamais se fier aux apparences, Xanz. La traversée de la zone morte les a affaiblis, certes, mais nous ne savons pas de quoi sont capables les hommes de l'Est. Soldats, restez sur vos gardes. » Après quelques minutes d'attente, la chaloupe arriva au niveau du port, s'écrasant avec fracas sur le sable. Les hommes s'écroulèrent, mis à part un seul, qui profita de la secousse pour descendre sur le sable chaud et se présenter à Radamel. « Bonjour, valeureux guerrier de l'Ouest. Je me présente. Je suis Drogmar, dirigeant des contrées du monde de l'Est. »« Bonjour, Drogmar. Je suis Radamel, chef de la nation de Galliard. Nous avons été prévenus de votre arrivée. »« Je sais. Un certain Gontran aurait passé un faux message à votre contrée. Inutile de faire traîner la discussion. Sautons dans le vif du sujet. Je ne suis pas venu conquérir vos terres. Je suis venu dans un seul et unique but. Unifier le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. » Xanz fut surpris par cette révélation. Il regarda Radamel, qui était resté de marbre. « Ce n'est pas du tout ce qui nous a été prédit. »« Voyons, Radamel, regarde derrière moi. Mes hommes sont épuisés, et il ne reste qu'une fraction de mon escouade. La plupart ont péri dans la zone morte. »« Comment avez-vous fait pour survivre ? Qu'est-ce qui a causé la mort de tes comparses ? » ?»« Principalement la pénurie de nourriture, et surtout l'atmosphère de la zone morte. C'est très difficile d'y respirer. Je pense que l'air est contaminé par les restes du cheval de fer, ce qui cause une inflammation des poumons menant à une mort atroce. Il faut croire que ceux qui survivent ont une meilleure constitution physique. Vos hommes ont besoin de soins et de repos. Amenez-les dans la maison ronde. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Votre hospitalité m'honore, Radamel. Je vous remercie. » Alors que tout le monde aida les hommes de Drogmar à rejoindre la maison ronde, Xanz resta en retrait, perplexe face aux événements. Ce qui leur avait été prédit ne s'était pas passé exactement comme prévu. Peut-être que Drogmar cachait son véritable jeu, mais Xanz n'était pas en position de questionner les décisions de Radamel. Il rejoignit les hauts placés à la maison ronde. Drogmar n'avait pas besoin de soins particuliers, mais se fit offrir de la nourriture en abondance pour reprendre des forces. Une fois tout le monde à table, la discussion reprit. « Drogmar, j'aimerais que tu clarifies quelque chose pour moi. »« Ne t'inquiète pas, Radamel. Je n'ai aucunement l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Il est vrai que l'idée de découvrir de nouvelles terres m'excite au plus haut point, et que j'ai envisagé de négocier avec les chefs de cette contrée pour obtenir quelques terres. Mais les choses ont changé pendant mon voyage. »« Que veux-tu dire ?» Drogmar avala son morceau de poulet et se posa un instant. Il venait de prendre un air plus sérieux, presque inquiet. « Lorsque nous avons traversé la zone morte, nous étions vraiment en enfer. L'atmosphère, le décor, le ressenti, tout nous poussait vers la folie. Nombre de mes soldats se sont suicidés, d'autres se sont entretués, sans que l'on puisse les arrêter. Il n'y avait que le mal dans leurs yeux. J'ai un instant pensé que toute la zone était en proie à une malédiction, et c'est peut-être vraiment le cas. Le cheval de fer était un monstre venu d'une autre dimension, et les effets de son ravage se font encore sentir aujourd'hui. Mais ce qui m'a fait changer d'avis, c'est une découverte précise. » Xanz était fasciné par l'histoire qu'il entendait. C'était un adulte, mais il avait l'impression d'être redevenu un enfant lorsque son père lui racontait des histoires sur les monstres d'antan.
Au beau milieu de la zone morte, nous avons découvert un cratère. Nous ne savons pas depuis combien de temps il est là, mais de ce cratère se dégageait une lueur dorée, une lueur chaude, qui nous a tout de suite remis sur pied. Nous nous sommes approchés, et nous avons vu quelque chose d'incroyable au fond de ce cratère. Drogmar se leva et sortit un objet de sa poche. C'était une pierre précieuse dorée, taillée méticuleusement avec une surface très lisse. Une aura particulière s'en dégageait, qui affecta tout de suite les personnes présentes dans la pièce. Ces dernières ressentirent un calme intoxiquant. Qu'est-ce donc que cette pierre ? Je ressens une énergie si douce, si calme. C'était dans le cratère ? Oui, Radamel. Mais je n'ai fait que prendre un petit échantillon. Le cratère est très grand, et cette substance y est en abondance. Substance ? Cette pierre était au départ liquide. Lorsque je l'ai extraite cette petite partie avec un petit seau, elle s'est rapidement solidifiée et retranchée sur elle-même pour prendre cette forme. Et c'est cette petite pierre qui nous a permis de survivre jusqu'ici. Notre physique a été revigorée par cette majestueuse aura. Xan savait maintenant vers quoi Drogmar voulait diriger la conversation. Il ne fallait pas réfléchir trop longtemps pour le comprendre. Il regarda Radamel avec insistance et remarqua que son chef était en pleine réflexion également. Il avait sûrement compris, mais il prenait son temps pour analyser correctement la situation. Radamel, je souhaite allier les forces de l'Est à celles de l'Ouest afin de récupérer cette mystérieuse source d'énergie. Je souhaite unifier les deux parties du monde autour de cette puissance afin de revigorer notre planète et réparer définitivement les maux du passé. Si nous exploitons toute la richesse de ce cratère, nous pourrons aider notre civilisation tout entière à se remettre sur pied et nettoyer définitivement la zone morte. Qu'en dis-tu ? Un instant de silence s'imposa dans la pièce. Xan avait vu juste. Ils allaient bientôt tous s'engouffrer dans la zone morte pour tenter de sauver le monde. Xan savait que Radamel accepterait. C'était une offre bien trop importante pour la refuser. Le salut mondial était à la clé. Je vois où tu veux en venir, Drogmar, et j'accepte ta proposition. Ce n'est pas simplement la survie de nos nations respectives qui est en jeu, mais la survie du monde entier. Nous allons devoir user de toutes nos ressources pour nous en sortir, mais nous devons d'abord nous assurer que cette substance n'est pas nocive sur le long terme. Nous ne connaissons pas son origine. Je suis sûr que nous pourrons gérer la situation si elle dégénère. Nous avons survécu jusqu'à présent, n'est-ce pas ? C'est vrai. Xanz, rassemble les troupes et explique-leur la situation. Tu dois envoyer des messagers dans tous les coins de la nation pour rassembler le plus de soldats possible. Organise tout de même une défense pour ne pas laisser toute la zone nue. Nous allons attendre quelques semaines que les troupes arrivent. Cela laissera le temps aux hommes de Drogmar d'être complètement soignés. Bien, chef, je m'y rends de ce pas. Drogmar, tu peux être fier. Nous allons enclencher une nouvelle croisade salvatrice pour notre monde. Et vu le prix qui nous attend, je suis tenté de l'appeler la croisade d'or. Un nom parfaitement trouvé. Trinquons à notre nouvelle alliance. Alors que les chopes s'entrechoquaient, Xanz sortit du bâtiment. Même si cette nouvelle était bonne, il ne pouvait s'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Chapitre 6. La croisade d'or, partie 2. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Drogmar à Galliard. Cet homme de l'Est s'était accoutumé à son nouvel environnement, et ces hommes étaient de nouveau sur pied, en pleine forme. Une grande garnison de soldats arriva de l'Ouest, afin de prêter main forte à l'escouade de Radamel pour la croisade d'or. Ils avaient profité de ce temps pour construire des bateaux beaucoup plus grands et résistants. La technologie de l'Ouest impressionna Drogmar,
qui réalisa à quel point l'Est était en retard. « Avec de tels vaisseaux, nous n'aurons aucun mal à atteindre le cratère. Nous avons actuellement installé de larges chenilles rétractables, ce qui veut dire que nous pourrons passer de l'eau à la terre sans encombre. Votre ingéniosité est surprenante, Radamel. Si vous êtes à la traîne, ce n'est pas de ma faute, Drogmar. Mais une fois que nous aurons récupéré cette précieuse puissance du cratère, nous pourrons tous jouir d'une nouvelle ère technologique. Tu as raison. Alors mettons-nous en route sans plus tarder. Xanth termina ses préparatifs pour partir en croisade. Il venait de fignoler son bagage quand Kastego lui sauta dans les bras. « Papa, tu vas en croisade? C'est trop bien. Tu pourras me ramener un souvenir ?»« Là où je vais, il n'y a presque rien, mon fils. Je demanderai à Radamel si je peux te ramener une petite pierre précieuse. Je ne pense pas qu'il refusera. »« Trop cool. Mais c'est dangereux là où tu vas ? » ?»« Les conditions de vie sont rudes, mais nous survivrons. Nous avons préparé assez de vivres pour faire tenir l'ensemble de la garnison pendant plusieurs mois. »« Mon chéri, combien de temps vas-tu partir ?» La remarque d'Alana frappa Xanth de plein fouet. Elle était intelligente et savait que ce genre de voyage allait prendre du temps. Elle s'inquiétait surtout du développement de Kastego, qui allait devoir apprendre à vivre sans son père, même si c'était temporaire. « Je ne sais pas, mon amour. Drogmar a mis presque 10 ans à traverser la zone morte. Mais notre technologie est bien supérieure. Les cartographes sont actuellement en train de faire des calculs, mais je pense qu'en quelques mois, nous arriverons au cratère. Je ne sais pas combien de temps prendra l'extraction, mais je rentrerai aussitôt la tâche accomplie. »« Oh, ça veut dire que tu vas être parti longtemps alors. Mais tu reviendras, hein, papa ?» Xanth regarda son fils, qui avait une expression mélangeant fierté et tristesse. Il prit son fils dans les bras une dernière fois. « Tu sais, ce voyage est une bénédiction pour 2 raisons. La première, c'est que papa a besoin de découvrir un peu le monde. Et cette croisade en est la parfaite opportunité. Mais la deuxième et plus importante raison, c'est la suivante. Pendant mon absence, c'est toi qui veilleras sur maman. C'est l'occasion pour toi de devenir un homme. Tu devras écouter tout ce qu'elle te dit, mais tu devras surtout l'aider dans toutes les tâches journalières. Montre-lui que tu peux devenir un homme sur lequel compter. Quand je serai revenu, je m'attends à ce que tu sois devenu mon égal. D'accord ? » ?»« D'accord, papa. C'est promis. Je vais devenir super fort et protéger maman. » La petite famille eut un instant de bonheur et de rire. Ils s'enlacèrent avec tendresse, tous les 3 ensemble. Xanth finit par se décrocher et se diriger vers la sortie du bâtiment. « N'oubliez jamais que je vous aime plus que tout. Je vous reviendrai vite. » Xanth se dirigea vers l'embarcation principale du port. Il ne restait plus que les femmes et les enfants au village, qui devaient rester dans leurs bâtisses en attendant le départ des marées. Xanth monta sur le bateau et rejoignit Drogmar et Radamel. « Bien, nous devons encore attendre quelques-uns de nos soldats, et nous pourrons nous mettre en route. Drogmar, tu seras en charge de nous diriger vers le lieu du cratère. Notre boussole interne t'aidera à nous indiquer le chemin. Xanth, ton rôle sera de surveiller les alentours depuis la proue. Tu feras des rondes avec plusieurs autres équipiers. En cas d'événement imprévu, tu devras nous notifier immédiatement. » « Bien, Radamel, je m'y rends de ce pas. » Et c'est ainsi que commença la croisade d'or. Les cartographes avaient calculé un voyage aller de 5 mois pour atteindre le cratère situé au beau milieu de la zone morte. Drogmar n'en revenait pas de pouvoir se déplacer aussi vite. Après 2 mois de voyage en mer, le vaisseau arriva au point de changement. Xanth aperçut au loin le changement dans l'atmosphère. Il y avait véritablement une ligne séparant l'océan d'une terre ravagée, surplombée par un ciel soudainement sombre et menaçant. Radamel enclencha les chenilles du vaisseau afin d'anticiper l'arrivée sur les terres désolées de la zone morte. Le choc fut soudain et brutal, et le vaisseau fut forcé d'entamer une descente très raide,
car la destruction causée autrefois par le cheval de fer avait fait remonter le sol en hauteur. Après une longue descente, le vaisseau se stabilisa sur un sol complètement mort. La vue était absolument terrifiante. Et Xanse loua le ciel que sa femme et son fils ne soient pas témoins de cette désolation. « Bien, nous voici donc officiellement dans la zone morte. À partir de maintenant, il va falloir surveiller le moral de nos troupes. L'atmosphère ici est mortelle. Restez à l'intérieur du vaisseau le plus possible. Hydratez-vous, mais ménagez les rations. Nous avons 2 mois et demi de traversée à subir avant d'atteindre le cratère. Je suis persuadé que nous allons tous survivre à cette épreuve. Mais nous devons rester soudés. » Les mots de Drogmar eurent l'effet escompté. Tous les guerriers présents sur le vaisseau se sentaient revigorés par cet engouement. Xanse était plus motivé que jamais pour mener à bien cette croisade et rentrer retrouver sa famille. Pendant les 2 mois qui suivirent, les soldats du vaisseau se rationnèrent du mieux qu'ils pouvaient. La petite fraction dorée récupérée par Drogmar passait de main en main, afin de soigner les premiers symptômes de faiblesse chez les soldats faisant les rondes extérieures. Contrairement au précédent voyage de Drogmar, cette fois, tout le monde parvint à survivre jusqu'à l'arrivée au cratère. Alors que le vaisseau s'approchait de la destination prévue, l'atmosphère devenait de plus en plus épaisse, lourde, oppressante. Les effets de la substance dorée fonctionnaient de moins en moins, et la fatigue commençait à se faire sentir. Le vaisseau s'arrêta net devant le cratère, et la première vague de soldats descendirent, Radamel et Drogmar en tête, Xanse pas loin derrière. « Nous y voici, Radamel. Prépare-toi à découvrir une puissance incroyable. »« Quoi ? Non, rien. J'ai eu une petite absence. Vérifions l'état du cratère. Nous devons estimer combien de personnes il faudra pour faire la première extraction. » Xanse avait repéré un changement de comportement de la part de Drogmar. Déjà dans le vaisseau depuis quelques jours, il était bizarrement excité, hors de sa zone de confort habituelle. Xanse avait remarqué des pupilles très dilatées et rouges, mais pensait que la fatigue avait gagné le voyageur de l'Est. Mais là, son discours était très bizarre. Xanse resta en retrait pendant que Drogmar et Radamel descendirent dans le cratère. Après quelques minutes, les deux remontèrent, revigorés par la puissance de la substance dorée. « Bien. Drogmar et moi-même avons vérifié le contenu du cratère. C'est sans danger pour nous, et le volume total est très important. Nous devons tous nous allier pour sortir la plus grande quantité de cette substance salvatrice. Préparez tous les seaux, alignez-vous tout le long du cratère et descendez au fur et à mesure pour remplir les seaux. Faites tout de même attention à ne pas tomber dedans. » Alors que les soldats s'activaient pour récupérer la substance, Drogmar se mit à l'écart pour les observer. Après quelques minutes, les premiers soldats remontèrent du cratère avec des seaux remplis. La substance boostait leur morale et leur capacité physique. Xanse venait de descendre du vaisseau avec quelques seaux quand il aperçut Drogmar de dos, tremblant de tout son être. Il semblait subir des convulsions, comme possédé. Et au final, Xanse avait raison. Drogmar explosa d'un rire si maléfique qu'il glaça le sang de tous les soldats aux alentours. « C'est l'heure de ma grande montée en puissance. J'ai rassemblé assez d'âmes pour nourrir le fluide, et une fois à pleine puissance, je dominerai l'espace-temps. » Drogmar frappa le sol de toutes ses forces, ce qui eut pour effet de soulever un grand bloc de terre, éjectant l'ensemble des soldats en arrière dans le cratère, les faisant tomber dans le fluide. Les cris d'horreur résonnaient dans les oreilles de Xanse, qui était tombé en arrière suite au choc. Les soldats qui n'étaient pas tombés lâchèrent leurs seaux pour s'enfuir dans n'importe quelle direction. Drogmar, toujours en train de rire,
crispa ses mains de part et d'autre, couvrant l'ensemble du terrain, et soudainement, les soldats furent soulevés dans les airs, dirigés lentement vers le cratère. Xanse était absolument terrifié par la vision qui s'abattait sur lui. Il ne comprenait absolument rien et restait paralysé au sol. Soudainement, Radamel surgit de derrière lui et sauta sur Drogmar avec toute la rage qui pouvait l'animer. « Drogmar, espèce de sac à fiente, je savais que tu jouais double jeu. Lâche mes soldats !» Drogmar lâcha prise sur les soldats et se retourna rapidement pour empaler Radamel à travers son abdomen, rien qu'avec sa main. Le sang du chef de Galliarde éclaboussa le visage de Xanse. Il était mort sur le coup. « Pitoyable mortel, tu pensais avoir une chance contre moi ? Disparais. » Drogmar jeta le cadavre de Radamel dans le cratère. Alors que certains soldats tentaient de s'enfuir de la zone, Drogmar posa son attention sur Xanse, qui était encore paralysé. « Toi, tu es spécial. Je ressens une énergie au fond de ton être, une énergie cachée qui appelle quelque chose. Tu... » Soudainement, une onde de choc frappa Drogmar, l'envoyant valser en arrière. Xanse se retourna péniblement pour découvrir 6 personnes, impossibles à décrire à ses yeux. Des personnes qui n'étaient clairement pas de ce monde. Et vu les événements se produisant autour de lui, il ne se demandait même plus si c'était normal. « Kralvatron, tu viens d'effectuer ta dernière escapade dans le temps. Au nom des dragons du vent, nous allons te supprimer ici même. »« Ah ! Comment m'avez-vous retrouvé ? » ?»« Tu ne pensais tout de même pas nous échapper. Nous avions stocké tes données temporelles. Il suffisait simplement d'attendre que tu refasses surface pour nous calibrer sur ta position. »« Tu ne m'arrêteras pas, Ténéris. Je vais absorber le fluide et devenir un dieu. Le seul dieu dont tu dois te préoccuper, c'est celui qui t'accueillera en enfer. Mes enfants, éliminez-moi ce monstre. » Chapitre 7. Un monstre hors du temps. Xanse était complètement perdu. Il était entouré de choses et de personnages incompréhensibles. En face de lui se tenait Drogmar, qui répondait également au nom de Kralvatron. Un homme qui semblait tout à fait normal, mais qui maintenant exhibait des signes démoniaques avec un corps gonflé de toutes parts et une aura maléfique. Et de l'autre côté, 6 personnes avançaient lentement. Il y avait une femme vêtue d'une longue robe rouge en écaille, une autre femme vêtue d'une tenue de combat et portant des dagues enflammées, un homme tenant une épée et vêtu d'un haut à cagoule et dont le visage était caché, une autre femme avec un fouet qui craquelait d'électricité, un autre homme fort imposant tenant une grosse hache bleue, et une dernière femme, complètement sauvage, tenant une faux. Zéris, Rukan, sauvez le plus de mortels possible et renvoyez-les d'où ils viennent. Utilisez les portails temporels pour gagner du temps. Dash, Orina et Aldrana, vous vous chargez de détruire le fluide. Je m'occupe de Kralvatron. « Ma reine, il est trop dangereux pour que vous l'affrontiez seule, » s'inquiéta Zéris. « Ne vous inquiétez pas pour moi, dépêchez-vous. » Tu devrais écouter tes subordonnés. Tu ne me feras pas tomber aussi facilement. Je suis Kralvatron, futur dieu du multivers. Tu m'exaspères, mortel. Les 6 guerriers se lancèrent vers leurs objectifs respectifs. Leur vitesse était impressionnante. Xanse les perdit rapidement de vue. Il fut éjecté en arrière par une onde de choc causée par la frappe de Kralvatron contre le sol, afin de repousser Ténéris. Zéris attrapa Xanse en plein vol. « Tu vas bien ? Tu es complètement dépassé par les événements. Je vais t'emmener à travers un portail pour que tu puisses t'enfuir. »« Mais qui êtes-vous ? » ?»« Pas le temps de discuter. Vite, rejoins Rukan près du vaisseau. Je vais tenter de sauver tes compatriotes.
Quoi ? Zéris poussa Xanse vers le vaisseau, et ce dernier se mit à courir frénétiquement. Pendant ce temps, Rukan se déplaçait à toute berzingue pour attraper le plus de soldats possible et les rassembler près du vaisseau. Zash, Orina et Aldrana s'étaient rendus au bord du cratère et se préparaient à détruire le fluide. « Zash, utilise ta glace pour pétrifier le fluide. Je vais ensuite charger le tout avec mon électricité, et Aldrana pourra utiliser sa force pour tout détruire. »« Ne me donne pas d'ordre, petite insolente !» coupa Zash. « Eh oh, l'idée d'Orina est bonne, ne sois pas chiant. Nous devons travailler en équipe, » grogna Aldrana. Zash leva sa main vers le fond du cratère, et une énorme vague de glace couvrit l'ensemble du fluide. Orina était déjà en train de charger son fouet avec de l'électricité, et Aldrana était sur le qui-vive pour sauter au centre et tout détruire. En parallèle, le combat entre Ténéris et Kralvatron faisait rage. Ténéris était rapide, précise dans ses coups, et utilisait la télékinésie pour parer les attaques de son ennemi. Elle invoquait régulièrement des attaques énergétiques, mais Kralvatron était assez rapide pour les esquiver. Ténéris s'impatientait. « Je dois avouer que tu es très doué pour booster les capacités de tes hôtes. Mais cela ne suffira pas. Mes élites vont rapidement me rejoindre pour te mettre à terre. »« J'ai déjà affronté de pires adversaires que vous, Ténéris. Tu ne me... » À ce moment précis, Kralvatron remarqua les 3 élites dans le cratère, s'apprêtant à détruire le fluide. « Certainement pas! Vous ne toucherez pas au fluide !» Kralvatron se jeta avec toute sa haine sur les 3 élites, au moment même où Aldrana se jetait dans le cratère prêt à tout détruire. Xanse était près du vaisseau, à côté de plusieurs de ses camarades. Il se retourna à temps pour voir Kralvatron plonger dans le cratère. S'ensuivit une explosion titanesque qui souffla tout dans un rayon de 10 kilomètres, détruisit le vaisseau et tua presque tout le monde. Xanse rouvrit les yeux après quelques instants. Il avait été sérieusement secoué par l'explosion, mais Zéris l'avait protégé. Elle était gravement blessée. L'environnement était déjà en proie à la désolation, mais maintenant, des flammes couronnaient le tout. Des morceaux de métal appartenant au vaisseau étaient disséminés un peu partout, au milieu des cadavres des soldats, presque tous désintégrés par l'explosion. Seuls les élites, Ténéris et Xanse, avaient survécu. « Zéris, tu vas bien ?» questionna Orina. « Cette explosion ne m'a pas loupé. Tout le monde a survécu. »« Juste nous. La reine nous a protégés avec des boucliers. Mais je crois que tu étais un peu trop loin de son champ d'action. »« Où est Kralvatron ?» Du fond du cratère sortit Kralvatron. Il traversa les flammes et était couvert du fluide. Chacun de ses pas résonna dans le désert l'entourant. Alors qu'il sortait des flammes, Xanse l'aperçut plus clairement. Le corps de Drogmar avait disparu, probablement brûlé par les flammes. Le véritable visage de Kralvatron était tordu, grisé, ridé, et exposait des cicatrices de combat. Il n'avait presque plus rien d'humain. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je veux juste m'enfuir de cet enfer, » s'affola Xanse. « C'est ce qu'on essaye de faire, idiot. Reste en retrait, on va s'en occuper, » s'écria Orina. « Si vous croyez que je vais laisser le moindre d'entre vous partir, vous vous trompez lourdement. Vous avez détruit ma source d'énergie. Avec le peu qu'il en reste, je vais détruire ce monde et vous avec. » Dans un hurlement de rage, Kralvatron relâcha toute sa puissance, qui eut pour effet de dégager un pilier d'énergie. Cette énergie attira tout le fluide aux alentours, l'envoyant dans les airs afin de le disperser. Ténéris, qui s'était protégé derrière un bouclier, fut forcé d'agir. « Kralvatron, arrête! Tu ne maîtrises pas la puissance du fluide! Ferme-la, reine de pacotille! Si je n'y ai pas droit, alors je l'utiliserai pour tout détruire! Bon sang !» Ténéris leva sa main, et de l'énergie se chargea. « Biran Tezo !» Une énorme vague d'énergie déferla vers Kralvatron. Ce dernier hurla une dernière fois
avant d'être englouti par l'attaque, désintégré sur place. Le choc des énergies résulta en une nouvelle explosion, moins importante que la précédente. Après quelques instants, la fumée se dissipa et il n'y avait plus rien, mis à part les flammes et l'odeur du soufre. « Marraine, vous l'avez eu !» s'exclama Dash, qui se dégagea des décombres sous lesquels il était coincé. « Il a enfin mordu la poussière, cet enfoiré. Ça n'a pas été simple. »« Oh, Rukan, tu te fous de moi ? Tu n'as rien foutu !»« Modère tes paroles, Orina. J'ai tenté du mieux que j'ai pu de sauver les mortels. »« Ouais, ils sont tous morts, je crois. Ça a servi à rien. » continua Aldrana. « Si, un a survécu. Il est là, je l'ai protégé. Ah !» La blessure de Zéris l'empêchait de bouger correctement, mais elle était satisfaite d'avoir protégé Xanz. « Mes enfants, je suis fier de vous, mais le problème n'est pas parfaitement résolu. Nous avons éliminé Kralvatron, mais son dernier acte a mis en danger ce monde. Il a réussi à éjecter une partie du fluide dans les 4 coins de la planète. Il va falloir s'en occuper. » C'est à ce moment-là que Xanz se réveilla. Les mots de Ténéris avaient frappé son esprit aussi fort que la précédente explosion. « Qu'est-ce que vous dites ? Le monde est encore en danger ? » ?»« Oui, mais le flot temporel en lui-même ne craint plus rien. »« En êtes-vous sûr, marraine ?» demanda Rukan. « Je ne comprends rien à votre charabia. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe à la fin ?» interrompit Xanz. « Hé, ne parle pas comme ça à notre reine ou tu vas le regretter. » Calme-toi, Aldrana. Ce mortel, je sens un gros potentiel en lui. Il va être important plus tard. Quel est ton nom ? Je m'appelle Xanz. Je vais tout expliquer, Xanz. Tâche d'être attentif, car je ne me répéterai pas. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Chapitre 8. Une histoire incongrue. Xanz était encore sous le choc des événements, mais il était désormais obligé d'écouter ce que ces étrangers avaient à lui dire, car mine de rien, ils lui avaient sauvé la vie. Connais-tu le principe du multivers, Xanz ? Non. Je vais te raconter une histoire. Sois attentif. Tu penses peut-être que ton monde est unique, mais tu te trompes. Il y a des milliards d'années, dans le vide infini de l'espace, une explosion secoua toutes les particules de cet abîme interminable. Le Big Bang. Cette explosion eut pour effet de disperser lumière et énergie à travers tout le cosmos. Et au fil du temps, plusieurs mondes virent le jour. On appelle ces mondes des univers. Et quand il existe plusieurs univers, nous appelons ça un multivers. Ton monde existe dans l'univers delta, mais il existe d'autres univers, alpha, gamma, bêta. Chaque monde existe selon certains critères et évolue en fonction des divergences qui l'affectent. Je suis Ténéris, la reine du clan des dragons du vent. Nous sommes les gardiens du temps, et nous empêchons les êtres malfaisants de jouer avec le flot du temps, car modifier le passé des mondes peut en provoquer la destruction. Nous protégeons le flot spatio-temporel depuis des millénaires, mais certains de ces mortels parviennent parfois à nous filer entre les doigts. Si un univers voit son flot spatio-temporel modifié de manière intempestive, il tentera automatiquement de se corriger, et ceci mène irrémédiablement à des fractures dans les éléments qui composent l'univers en lui-même. Le résultat final est une destruction complète et définitive de l'univers en question. Le voyage dans le temps est très complexe, et très peu de personnes savent de quoi il en retourne vraiment. Mais le multivers dépend de ce flot, au même titre que les mortels dépendent de l'air qu'ils respirent pour survivre. Kralvatron est originaire de l'univers Sigma. Il était autrefois un homme tout à fait normal, jusqu'à ce qu'une expérience dérape et le transforme en virus techno-organique. Il n'avait plus de forme physique et devait infecter un hôte afin de voler son corps et ainsi survivre.
Son véritable objectif était de revenir dans le passé pour empêcher l'expérience de le transformer en monstre. Mais il perdit la foi lorsqu'il réalisa qu'il n'était qu'un pion dans un plan plus large. Il détruisit ses créateurs et décida de semer le chaos dans le flot spatio-temporel. Je n'ai jamais découvert son moyen de déplacement dans le temps. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus une menace pour le multivers. En tant que gardiens du temps, nous faisons de notre mieux pour empêcher tout changement majeur dans un univers. Mais si certains changements arrivent et qu'ils n'ont pas de réelles conséquences, nous pouvons les ignorer. Xanz avait du mal à suivre les explications de Ténéris. Il comprenait l'idée globale, mais certains des termes étaient trop complexes. Il ne parvenait pas à saisir la densité des paroles qu'il entendait. Mais alors, dans ce cas, pourquoi ne pas simplement visiter le passé de ces malfrats et les enfermer tout de suite? Ou les éliminer? Demanda Xanz. Naturellement, cette solution est la première à laquelle tout le monde pense. Mais ce n'est pas aussi simple. Vois-tu, le flot temporel est régi par une force supérieure, à laquelle nous devons tous nous plier. Le destin. Chaque monde a une ligne toute tracée. Chaque mortel a un chemin à suivre. Même les êtres supérieurs comme moi ont un rôle à accomplir. Mais les briseurs temporels, comme nous les appelons, cherchent souvent à aller à l'encontre de ce destin, en faisant des choix qui affectent ceux qui les entourent. Nous devons les laisser vivre leur vie, mais les arrêter lorsqu'ils font ces choix destructeurs. De plus, si nous retournons dans le passé pour arrêter ces personnes, nous enfreignons nous-mêmes nos propres lois. Mais c'est un combat sans fin alors. Si tant de personnes trouvent le moyen de voyager dans le temps, l'univers sera tout le temps en danger. Jusqu'à présent, nous avons réussi à contenir le problème. Nous avons créé un organisme spécial pour nous aider dans cette lutte. La Guilde des chasseurs opère dans l'ombre pour arrêter ces malfrats. Mes élites et moi-même taclons les plus puissants d'entre eux, ceux qui ont accès à des pouvoirs surnaturels et autres artefacts de puissance. Je ne suis tout de même pas rassuré par vos histoires. Ma reine, coupa Zash. Les élites s'étaient rassemblées autour de Zash et regardaient un écran vectoriel qui sortait d'une espèce de télécommande. Xanz n'avait jamais vu d'appareil de la sorte. J'ai intercepté un communiqué de la Guilde des chasseurs. Apparemment, la Terre de l'univers Alpha est attaquée par les hommes-non. Ça y est, ils sont enfin arrivés. Oh merde, j'ai un rapport critique de cette planète. Le fluide a été dispersé dans plusieurs endroits sur la planète. Il s'attaque à une forme de vie particulière. Des scorpions! Nom d'un chien. Cet enflure de Kralvatron ne rigolait pas quand il disait vouloir tout détruire sur cette planète. La remarque de Ténéris ne manqua pas de déconcerter Xanz encore plus. « Qu'est-ce que vous racontez? Des scorpions ?» Avant de mourir, Kralvatron a envoyé une partie du fluide aux quatre coins de la planète. Le fluide a une conscience propre et peut suivre des directives simples. Kralvatron a probablement ordonné au fluide de s'attaquer à l'espèce animale la plus abondante de la planète pour la rendre plus puissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scorpions qui seront affectés par ce fluide vont muter et devenir des abominations destructrices. Personne ne pourra les arrêter. Ma reine, nous ne pouvons pas laisser les choses ainsi. Nous devons arrêter ces mutations, s'écria Orina. Oui, car si nous ne faisons rien, ils détruiront l'humanité, et en soi, c'est une conséquence des agissements temporels de Kralvatron. Ténéris était pensive. Elle réfléchissait aux informations qu'elle venait de recevoir. Savoir que les hommes-non étaient arrivés sur la Terre de l'univers Alpha indiquait une chose. Son plan allait bientôt se mettre en marche, et elle n'avait pas de temps à perdre. Nous ne pouvons pas rester. Nous devons partir immédiatement. Quoi? Vous allez laisser mon monde subir le courroux d'un autre? C'est de votre faute si on en est là. Mesure tes paroles, mortel. Rappelle-toi à qui tu t'adresses. J'agis pour une cause plus grande. Je ne peux pas sacrifier le multivers tout entier pour un seul monde.
Les dégâts causés par cette mutation ne mettront pas en danger le flux spatio-temporel sur le long terme. Kralvatron n'a pas changé le passé de son propre monde. Les règles peuvent être pliées. Cela n'a aucun sens. Ma reine, cela semble quand même être une décision difficile à prendre vis-à-vis de ce monde. Tu as raison, Aldrana, mais j'ai pris tous les paramètres en compte. Xanz sera important pour le futur du multivers, je le sais. Je le sens. C'est une des raisons pour laquelle je me permets de laisser son sort entre les mains du destin. Ténéris fit un geste de la main, et un portail s'ouvrit. J'ai ouvert un passage pour te rapprocher de ton village. Si tu devais partir d'ici à pied, tu n'arriverais jamais à temps pour essayer de sauver les tiens. Mais d'après mes calculs, ce portail devrait t'emmener à 1 jour de marche de ton point de départ. Tu devrais te dépêcher. Xanz était complètement perdu, mais une chose était sûre. Il se devait de retrouver sa femme et son fils le plus vite possible et d'essayer de trouver une solution. Il était le dernier survivant de toute l'escouade de la Croisade d'Or. Il allait devoir prendre des décisions rapides et fermes. Il ne savait rien de ce qu'il attendait, mais avait un très mauvais pressentiment. Je ne sais même pas si je dois vous remercier ou non. Tu peux me dire merci de t'avoir sauvé la vie déjà. Ah oui, merci Zéris. Excuse-moi, tu as été blessé par ma faute. T'inquiète pas, ce n'est qu'une égratignure. Ne t'inquiète pas, Xanz. Je sens beaucoup d'honneur en toi, tu vas t'en sortir, cria Dash. Oui, regarde, tu as survécu à ce carnage, tu es spécial. Va sauver ta famille, continua Aldrana. Et de préférence, tu devrais oublier tout ce qu'on t'a raconté ici, enchaîna Orina. Oui, nous serions déçus de devoir te chasser si tu te mets à voyager dans le temps. La remarque de Rukan était teintée d'ironie. Il savait très bien que Xanz n'allait pas s'aventurer vers ce genre de choses. Le résultat était clairement désastreux. Il ne lui restait qu'une chose à faire. Bonne chance pour ce que vous avez à faire. Je ne sais pas si nous nous reverrons. J'ai la sincère sensation que ce sera le cas, Xanz. Courage et bonne chance. Tu as la bénédiction de Ténéris, la reine des dragons du vent. Va. Alors qu'il leva le sourcil face à la dernière phrase de Ténéris, Xanz se retourna et traversa le portail. Ce dernier se referma derrière lui, laissant les dragons du vent seuls au milieu de la désolation de la zone morte. Chapitre 9. Course contre la montre. Le portail que Xanz venait de traverser s'ouvrit du côté de sa destination. Il posa un pied à terre et, une fois en dehors du portail, regarda autour de lui. Il n'était pas à son village. Il avait oublié de demander à Ténéris pourquoi le portail ne pouvait pas l'amener directement chez lui. Il ne reconnaissait pas vraiment l'environnement autour de lui. « Hé toi, d'où viens-tu ? Comment es-tu arrivé ici ?» Xanz se retourna avec surprise. 3 hommes se tenaient là, derrière lui. 2 étaient sur des chevaux, le 3e tirait un petit carrosse rempli de marchandises. « Qui êtes-vous ? Où sommes-nous ? On ne répond pas à une question par d'autres questions, imbécile. Réponds. » Veuillez vous calmer, messieurs, je m'appelle Xanz et je... Xanz ? Attends, tu es le bras droit de Radamel, le chef de Galéarde ? Oui, vous me connaissez ? Tu es connu dans cette région, un guerrier puissant et fiable. Mais je te pensais moins chétif. Le physique ne fait pas tout. Qui êtes-vous ? Je suis Fraglar. Voici mes frères Frinard et Foublard. Vous êtes des triplés ? Exact. Mais mes 2 frères sont muets. Que fais-tu dans cette zone, Xanz ? Je cherche à rejoindre mon village. Je dois me dépêcher, de terribles événements nous attendent. Est-ce que c'est en rapport avec le grand pilier de lumière que j'ai aperçu plus tôt ? Vous l'avez vu ? Mince. Avez-vous vu autre chose ? J'ai vu des éclairs jaunes traverser le ciel pour tomber un peu partout. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais nous avons décidé de récupérer nos récoltes au cas où une grosse tempête se préparait. Quelque chose de terrible se prépare, effectivement. Soudainement, de multiples cris se firent entendre depuis le village voisin.
Une dizaine de personnes couraient de toute leur force, traversant la petite forêt les séparant du village qu'ils cherchaient à fuir. « Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Où vont-ils ?»« Oh mon Dieu, Fraglar! Regarde !» Un scorpion géant traversa un arbre de tout son long, empalant au passage 2 villageois avec sa longue queue pointue pour les engloutir d'un mouvement sec. Il lança sa queue vers l'avant pour ensuite envoyer un jet d'acide sur plusieurs autres villageois qui fondirent instantanément. Une vision d'horreur s'offrait à Xanz et leurs 3 frères. Non, ça a commencé. Ténéris avait raison. Le fluide a créé des monstres. Je dois vite rejoindre mon village, Fraglar. Emmène-moi à Galliard, s'il te plaît. Quelle est cette hideuse et répugnante créature? Fraglar, reprends-toi. Laisse-moi monter à l'arrière de ton cheval. Mes frères, vite! Laissez tomber les récoltes, nous devons nous enfuir. Xanz et Foublard montèrent sur les chevaux avant de détaler à toute vitesse, laissant derrière eux le monstre aux écailles décimer les villageois. Après quelques minutes de course, le calme était sensiblement revenu. Xanz et les frères traversaient une grande plaine. Quelle horreur! Ce village a été décimé par un seul de ces monstres. C'était quoi? On aurait dit un scorpion géant. Fraglar, ce monstre ne sera pas le seul que nous verrons. Quoi? Et comment sais-tu ça? C'est compliqué, mais notre monde va traverser une très mauvaise passe. Nous devons nous concentrer pour protéger nos proches du mieux que nous pouvons et espérer survivre. Tu parles comme si le monde allait toucher à sa fin. Je suis sûr que cette bête ne se reproduira pas. Elle finira par mourir de faim ou se fera abattre. Ne sous-estime pas les forces de la nature. S'il te plaît, emmène-nous à Galliard. Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans la contrée de Vichak, à 125 km au sud de Galliard. À cheval, il nous faudra la nuit entière pour l'atteindre. Il y a 4 villages sur notre chemin. Nous pourrons nous y arrêter Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons aller tout de suite à Galliard, même s'il serait en effet judicieux de rallier le plus de soldats possible afin de protéger le village en cas d'attaque. Nous ferons un arrêt rapide pour expliquer la situation, en espérant qu'ils acceptent nos paroles. Nous n'avons pas le choix. Nous devons essayer. Les quelques heures suivantes furent calmes. Xanz et les frères traversèrent plusieurs forêts et marais sans croiser de scorpions géants, mais une faune locale plutôt paniquée. Comme si les animaux avaient compris que quelque chose de terrible allait arriver. Ils arrivèrent aux abords d'un village qui n'avait visiblement pas encore été attaqué. Xanz et Fraglar se dépêchèrent de trouver le chef du village pour convaincre d'évacuer et de rejoindre Galliard. Sachant que tout le monde avait vu le pilier de lumière, ce ne fut point difficile de le convaincre. Près de 200 personnes quittèrent le village pour suivre Xanz vers Galliard. L'ensemble des villageois étaient sur des carrosses, tirés par plusieurs chevaux, et les guerriers entouraient le groupe afin de les protéger. Mais ce choix amena une grave conséquence. Déplacer autant de personnes alerta les scorpions de leur présence, d'autant plus que ces bêtes avaient un sens olfactif surdéveloppé de par leur mutation, leur permettant de détecter les humains sur de grandes distances. Alors que le groupe atteignait le 2e village, il fut attaqué par une dizaine de scorpions. Fraglar se dévoua pour rester en arrière avec une partie des guerriers afin d'affronter les monstres pendant que Xanz dirigeait les villageois vers le 2e village. Les guerriers de ce dernier avaient repéré les monstres et envoyé des renforts afin de faciliter le combat et aider les survivants à se réfugier. « Non, nous ne pouvons pas rester. Nous devons tous partir immédiatement pour Galliard. Vos soldats se sont joints à la bataille pour nous permettre de fuir. Je suis sûr qu'ils vont réussir et nous rejoindre par la suite. Mais nous ne pouvons pas prendre le risque d'attendre ici que d'autres monstres arrivent. »« Je ne vais certainement pas abandonner mon village. As-tu pensé à toutes nos ressources, Xanz ? Toutes ces ressources seront détruites de toute manière, mais si nous pouvons sauver des vies et nous regrouper, nous pourrons toujours récupérer de nouvelles ressources plus tard. La survie de notre espèce est plus importante. » Le discours de Xanz était amplement justifié. Il mena le nouveau groupe vers l'extérieur du village afin de reprendre le chemin vers Galliard. Il entendait le combat rager de l'autre côté des barricades. Il vit Fraglar dévaler à travers la porte d'entrée avec une vingtaine de villageois. « Nous allons gagner ce combat. Il ne reste que 2 scorpions. J'ai laissé une partie des combattants derrière pour s'en occuper. Certains villageois ont pris les armes pour faciliter le combat. Nous devons évacuer ce village maintenant. Ils nous rejoindront. »
D'accord, mais avec ce nouveau village nous serons beaucoup plus qu'avant. Il va falloir accélérer et être très prudent. Nous avons encore 2 villages à traverser. Écoute, Fraglar, je suis content que tu sois venu. J'ai besoin de te demander un service. Attends, où sont tes frères? Ils se sont battus vaillamment. Paix à leurs âmes. Mais nous sommes des guerriers. Nous sommes élevés pour faire face à la mort. Une fois cette terrible histoire terminée, j'honorerai leur départ. Je suis désolé, Fraglar. Ne t'inquiète pas. Que voulais-tu me demander? Je suis vraiment très inquiet pour ma famille. J'aimerais quitter le groupe et accélérer pour atteindre mon village. Pourrais-tu mener tous les survivants jusqu'à Galliard? Mon arrivée en avance pourra nous permettre de nous préparer à notre venue. Je comprends. Va, Xanz. Retourne à ta famille. Nous apporterons la puissance nécessaire pour protéger notre espèce de la décimation. Merci. Xanz monta sur un cheval et partit à toute vitesse en dehors du village, laissant Fraglar en charge de l'évacuation. La nuit était tombée depuis quelques heures et le froid de l'automne s'était déjà installé. Mais rien ne pouvait empêcher un père de rejoindre son enfant et sa femme. Pas même la sensation de vide qui avait maintenant emprise sur le cœur de Xanz. Une véritable sensation de terreur avait pris contrôle sur son esprit. Mais aucune sensation ne pouvait surpasser sa détermination à rejoindre ses proches. Alors qu'il approchait du 3e village, il remarqua de loin une longue traînée de fumée noire qui montait vers le ciel, et au fur et à mesure qu'il dépassait les arbres de la forêt qu'il traversait, il remarqua une intense lueur jaune. Les flammes dévoraient le village qu'il était censé traverser, et au milieu de ces flammes, plusieurs des bêtes qui allaient détruire le monde. Elles étaient encore plus terrifiantes au travers du feu. Xanz fut forcé de faire un détour pour éviter le village et les scorpions. Il avait compris que la situation allait empirer, et ne devait absolument pas perdre de temps et rejoindre Galliard. Il espérait simplement qu'il n'était pas trop tard. Après 2 heures supplémentaires dans un voyage interminable, alors que le cheval de Xanz était au bout de ses forces, ils arrivèrent au bord du village. Xanz avait complètement dévié de son itinéraire, évitant le 4e village, de peur qu'il soit également envahi par les scorpions. Il descendit du cheval et courut les 100 mètres qui le séparaient de sa famille. Le soleil était en train de se lever. Xanz se demanda si ce lever de soleil serait le dernier qu'il verrait. Chapitre 10. L'amour d'un père. Après avoir traversé le portail de l'entrée du village, Xanz fut accueilli par les villageois. C'est à cet instant qu'il réalisa qu'il ne restait que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il avait réussi à oublier le carnage qui avait eu lieu dans la zone morte. Il avait oublié que tous ses comparses guerriers étaient morts, tués par Kralvatron. Il avait également oublié que Radamel n'était plus, et qu'il allait devoir prendre en charge la défense du village, mais surtout qu'il était le seul pour défendre ceux qui comptaient à ses yeux. « Papa, tu es revenu !» La voix de Castego résonna dans les oreilles de Xanz. Soudainement, tous les soucis, tout le stress accumulé ces derniers jours s'envolèrent en un instant. Il avait retrouvé son fils, et sa femme était juste derrière. Castego sauta dans les bras de son père, et ce dernier fondit en larmes. « Mon fils, je suis enfin de retour. Je t'avais promis que je reviendrais. »« Je n'ai jamais douté de toi, papa. »« Mon amour, tu es revenu. Je suis tellement heureuse. Tu dois être fatigué, viens te reposer. » Xanz enlaça sa femme tout en tenant son fils par la main. Mais ce moment de bonheur n'allait pas durer, et il le savait. Où sont Radamel et les guerriers du village? Mon amour, nous sommes en grand danger. Un futur sombre et terrible nous attend. Un monstre venu d'un autre monde a abattu une horrible malédiction sur notre planète. Nous allons bientôt devoir affronter d'hideuses bêtes venues des enfers. Mais de quoi parles-tu? Où sont les autres? Ils sont tous morts. Je suis le seul rescapé de la croisade. Il s'est passé tellement de choses. J'aimerais te les raconter, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons fortifier le village. Papa, qu'est-ce qui se passe?
Xanse ne voulait pas inquiéter son fils, mais la dure réalité allait bientôt les frapper. Il devait le préparer, mais il était trop jeune pour se battre. « Mon fils, il se passe des choses terribles dans le monde. Nous allons devoir nous préparer à nous battre contre des choses que nous n'aurions même pas pu imaginer. Mais sache une chose, je te protégerai. Tu seras en sécurité, mais tu devras rester avec ta mère pendant que je fais de mon mieux pour défendre le village. D'accord ? Papa, tu me fais peur. On va mourir ? Non, mon fils, je te promets, nous n'allons pas mourir. Ne pleure pas. » Xanse serra son fils dans ses bras et se dirigea vers la place communale. Il frappa la grande cloche située au centre de la place, et après quelques minutes, l'ensemble des villageois étaient rassemblés autour de lui. Il monta sur le promontoire de la cloche et regarda ses comparses. Il était paniqué, stressé par les événements, mais il se devait de prendre le contrôle de la situation afin d'assurer la survie du village et surtout de sa famille. « Mes amis, mes compatriotes villageois, je reviens avec de mauvaises nouvelles. La croisade d'or s'est transformée en un véritable carnage. Un être venu d'un autre monde est apparu et a tué tous les soldats de la croisade. J'ai survécu de justesse grâce à l'intervention d'un groupe de personnes qui sont également venues d'un autre monde. Je sais que tout ceci est très compliqué. Je n'arrive pas moi-même à tout comprendre parfaitement. Mais la réalité est la suivante. Avant de mourir, cet être maléfique est parvenu à disperser sur le monde une substance mutante. Vous avez probablement aperçu le pilier de lumière il y a quelques jours. Ce pilier de lumière a déversé cette substance sur une espèce prépondérante de notre planète, les scorpions. Et ces scorpions ont muté pour devenir gigantesques. Et ils chassent les êtres humains, détruisant tout sur leur passage. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'arrivent ici. Alors nous allons devoir fortifier les défenses du village du mieux que nous pouvons. D'autres villages sont actuellement évacués pour nous rejoindre et nous prêter main forte. Ils devraient arriver aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais nous devons nous préparer au pire. Alors je vais devoir demander à chacun d'entre vous d'y mettre du sien pour survivre. Radamel aurait fait la même chose. Nous devons honorer son sacrifice, ainsi que celui de tous les autres guerriers en traversant cette épreuve. La nouvelle choqua l'ensemble des villageois, mais ils connaissaient Xanse. Ils savaient qu'il était fiable et fort d'esprit. Tout le monde s'attela immédiatement à la tâche. Après quelques heures seulement, une barricade en bois fortifié fut formée aux abords du village. Peu de temps après avoir posé les derniers rondins de bois, un tremblement se fit entendre. Xanse était à l'entrée du village, et vit au loin Fraglar accompagné par de centaines de personnes, à cheval ou sur carrosse. Un soulagement traversa l'esprit du guerrier, et l'espoir de leur survie gonfla en lui. Toutes ces mains supplémentaires furent bénéfiques à la construction d'un mur solide pour protéger le village. 2 jours passèrent, laissant le temps aux villageois de se préparer et aux soldats de récupérer des forces suite à leur précédente bataille. Les récits des combats étaient horribles. Les scorpions étaient vifs, puissants, sans pitié. Seule une coordination parfaite entre combattants pouvait permettre de gagner une bataille. Mais les soldats savaient que si le nombre de scorpions augmentait, cela signifierait une défaite inévitable. Le nombre était la clé pour la survie. Une survie qui allait devenir impossible. Alors que le soleil se levait sur Galliard, Xanse se réveilla en sursaut. Une explosion retentit à l'entrée du village. Un scorpion avait activé une trappe minée, explosant une bonne partie des défenses principales. Xanse était posté au sommet d'une petite tour de guet, et lorsqu'il détourna les yeux de la zone de l'explosion, son champ de vision fut embrumé par la mort. Le ciel était noir comme la nuit. Une fumée épaisse couvrait l'horizon, et l'atmosphère était épaisse, comme si quelque chose venait de s'abattre sur l'air respirable. Mais la pire vue, c'était celle de centaines de scorpions, dévalant de chaque point cardinal. Le village était complètement entouré. Au milieu des cris des villageois et des guerriers affrontant les premiers scorpions à l'entrée, il entendit les cris stridents de ces bêtes venues des enfers. En une fraction de seconde, il réalisa que c'était peine perdue et qu'ils allaient se faire submerger en un instant. Xanse sauta de la tour de guet, se rattrapa dans une botte de foin
et fonça vers sa maison. Une fois à l'intérieur, il trouva sa femme et son fils cloîtrés au fond de la chambre, blottis l'un contre l'autre, terrorisés. Xanse les attrapa et les serra encore plus fort. « Je suis là. Je ne vous quitterai pas. Nous resterons ensemble jusqu'à la fin. »« Papa, tu avais promis que nous n'allions pas mourir. » »« N'aie pas peur, mon fils. Nous irons ensemble dans un nouveau monde, où la peur et la haine, ainsi que la tristesse n'existent pas. Pense à tous les bons moments que nous avons vécus ensemble. Pense aux souvenirs qui te font rire. »« Xanse, mon amour, qu'est-ce qui se passe ?»« Ma chérie, il y a trop de scorpions. Nous ne pourrons pas les vaincre. Alors je veux utiliser le temps qu'il me reste pour être à vos côtés. Vous êtes ma vie, vous êtes ma raison d'être. Il n'y a rien qui puisse me séparer de vous, même la mort. »« Papa, je veux pas mourir. » Alors que Castego pleurait de toutes ses larmes, les cris des villageois et des guerriers se faisant déchiqueter par les scorpions obstruaient l'audition de la petite famille de Xanse. Soudainement, le haut de la maison se fit brutalement arracher par la queue d'un des scorpions, et un deuxième abattit une de ses pinces pour arracher le reste de la pièce. Xanse et sa famille étaient seuls au milieu des monstres, qui s'approchaient pour achever leur proie. Alors qu'il attendait une mort bien douloureuse, Xanse murmura une phrase à sa famille. « Je vous aime plus que tout, mes amours, maintenant et à jamais. » Alors qu'il terminait sa phrase, une vive lueur rouge apparut entre Xanse, sa femme et son fils. En quelques secondes, un cristal de couleur écarlate s'était matérialisé devant lui, flottant dans les airs. Alors que la pince d'un des scorpions s'abattait sur eux, Xanse attrapa le cristal par réflexe, ce qui eut pour effet de générer une distorsion spatiale, aveuglant les bêtes pendant quelques instants. Lorsque le calme revint, Xanse et sa famille avaient disparu, et il ne restait que les scorpions qui partirent achever leur œuvre destructrice.